Bonjour à tous, je poursuis la série des vidéos tournées depuis les voitures. Concrètement, je suis dans la voiture de mon épouse, mon studio étant occupé. Petite réflexion rapide, petit télescopage mental. Je me faisais la réflexion, il y a quand même des coïncidences dans l'histoire qui sont plus que suspectes. La dégringolade des classes moyennes, la paupérisation de la classe ouvrière, la sortie de l'histoire de la classe ouvrière française, qui n'existe plus. Enfin, on dit qu'il n'y a plus d'ouvriers en France, il n'y a plus de parti ouvrier. La cause ouvrière n'est plus la cause qui intéresse les gens, hein. Maintenant, on est dans les causes LGBT, le climat, l'inaction climatique. Voilà. On a oublié qu'il y avait des gens qui travaillaient, qui n'arrivaient pas à boucler les fins de mois, qui avaient aussi des rêves, des aspirations, des frustrations, des fantaisies, des droits, hein. Les ouvriers n'existent plus comme un sujet. Voilà. Euh, la dégradation de ces classes ouvrières et derrière elle le grand déclassement de la classe moyenne. Parce que la classe moyenne travaille aussi, il n'y a pas que des rentiers. Et elle aussi, elle a des droits, elle aussi, elle souffre, elle aussi, elle est écrasée par le capitalisme financier, tout ça. Ce phénomène-là social s'est accompagné à la même époque et en parallèle avec une dégradation de la sécurité. Ah, depuis les années 80, vous avez deux phénomènes qui marchent ensemble et qui, à mon avis, sont liés. C'est le grand déclassement des classes populaires en général et le grand ensauvagement, le retour de l'insécurité urbaine, le retour de la peur, le retour de la peur de la mort violente. Ce sont deux phénomènes extrêmement importants. Parce que le premier phénomène a mis fin aux Trente Glorieuses, à une parenthèse historique, une parenthèse enchantée, qui était celle des Trente Glorieuses, enfin, depuis 1945. La France a enfin décidé de maîtriser le capitalisme, de lui mettre des limites et de le faire travailler pour elle, pour régler le problème des ouvriers. Parce qu'il faut voir, la France a été un pays très libéral. Au XIXe siècle, c'était Adam Smith, c'était le libéralisme complet, hein. L'impôt sur le revenu, c'est 1914, je crois, à vérifier, ou un peu avant. Même dans les années 20-30, c'était un pays capitaliste, sens pur, hein. Ce n'est qu'après 1945 qu'on a dit il faut mettre les rênes à ce capitalisme et le faire travailler pour nous, pour les ouvriers. Histoire d'éviter la révolution communiste, histoire de calmer le jeu avec les communistes et de leur enlever de couper l'herbe sous le pied. Et la deuxième rupture historique, c'est la fin d'un cycle long de civilisation des mœurs en Europe, et en France en particulier. C'est-à-dire qu'après, à partir du XVIIe, l'Église, la monarchie, puis la République, après la Révolution, ont réussi à pacifier les gens, à calmer les hommes, parce que c'est les hommes qui se donnent des coups de couteau et qui, vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de racailles femmes, hein. Je m'excuse, hein, la racaille n'est pas inclusive, c'est pas ma faute. Ne le dites pas à Madame Taubira, sinon elle va croire qu'on est en train de stigmatiser l'immigration. Une certaine immigration qui a mal tourné. La France a réussi à désarmer hormonalement, carrément, les hommes, en leur disant le conflit c'est pas bon, il faut éviter le conflit, éviter la provocation, rendez vos armes, donnez vos armes aux gendarmes. Qu'est-ce que c'est que les gendarmes? Les gens d'armes, les gens qui ont des armes, qui ont le droit d'avoir des armes. Moi, je ne l'ai pas. Moi, le civil, je ne l'ai pas. Et derrière la symbolique du renoncement à l'arme personnelle, c'est le renoncement à une certaine justice privée, voire à une certaine légitime défense, et le renoncement à la violence. On est devenu une société sophistiquée, délicate. Tant mieux. Ça nous donne des homicides autour de 600-700 par an. Homicides en France, de mémoire. Au Brésil, nous sommes à 70 000, 60 000. Enfin, avec Bolsonaro, c'est tombé à 46 000. Mais comme il est méchant et fasciste, tout le monde s'en fiche. Et là, c'est en train de remonter parce que Lula est arrivé, donc les bandits sont très contents. Ils recommencent à se déchaîner. En France, on est dans les 600, 700, c'est en train de remonter un peu, mais ça reste très faible. Mais la tendance historique est rompue. Nous avons une hausse des homicides et surtout une hausse des violences physiques. C'est ça le symbole du changement, parce que c'est des violences qui peuvent mener à la mort ou à des invalidités ou à des séquelles permanentes. Parce qu'il y a une véritable distinction à faire entre les vols et les violences physiques. Le vol, l'attaque contre le patrimoine, c'est symboliquement, et même dans la réalité, c'est perçu comme quelque chose de moins humiliant,
de moins stressant, au sens de stress vital, que l'attaque contre la personne. Quand, que quelqu'un vole 1 kilogramme je sais pas moi, 1 kilogramme de patates dans une épicerie, et d'un point de vue d'un impact émotionnel, symbolique, mental sur l'épicier, ça n'a rien à voir avec le fait de donner un coup de poing à l'épicier. Quand tu donnes un coup de poing à l'épicier, tu l'annules comme un homme, c'est plus un homme. Quand tu frappes sa femme, tu l'annules comme une femme et tu annules le mec aussi. Parce que le mec, normalement, est censé défendre sa femme. Malgré Sandrine Rousseau, malgré Marlène Schiappa, je suis désolé, l'archaïsme, la nature, la loi naturelle sera toujours plus forte que Sandrine Rousseau, Marlène Schiappa. Je m'excuse, je suis désolé pour elle. Quand tu frappes la fille de quelqu'un, tu l'annules lui, même s'il n'est pas là. Parce que le rôle du père, c'est de défendre ses gosses. Dans toutes les cultures du monde, malgré Simone de Beauvoir. Malgré tout ça. Voilà, d'accord? Donc, vous avez une hausse continue des atteintes à la personne, violences gratuites, mais pas seulement, hein. Les insultes, les incivilités, les rodéos urbains. Il faut voir ce que c'est que l'impact d'un rodéo urbain sur le mental de toute une région, toute une ville, tout un quartier. Tous les hommes de ce quartier sont annulés par un petit con qui cabre une moto. Parce qu'il leur dit, je contrôle la rue, la voie publique, pas vous. Vous voyez, c'est ce qui nous arrive. Et ces deux phénomènes-là marchent en parallèle. Comme si le système, le régime, appelons le système, voulait absolument convaincre les victimes du changement social, l'argent. C'est-à-dire les ouvriers de classe moyenne, les convaincre qu'il n'y a rien à faire, qu'ils sont devenus des moins que rien, qu'ils sont impuissants, qu'ils sont résignés, qu'ils sont faibles. Parce que quelqu'un qui se fait casser la gueule par une racaille acceptera le gel de ses salaires pendant 3 ans. Parce que tu l'as cassé comme un homme ou comme une femme. Hein, tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui accepte l'impunité d'une racaille, qui lui donne un coup de couteau, et la racaille prend 6 mois de sursis, c'est-à-dire elle prend rien, ou un rappel à la loi. Quelqu'un qui s'accoutume, qui s'habitue, qui accepte l'impunité d'une racaille, acceptera l'impunité d'un ministre qui a ruiné la SNCF, ou Air France, ou l'Euronucléaire. Quand tu acceptes qu'un meurtrier en France sort au bout de 8 ans, bah, tu acceptes que Macron fait un Fessenheim. Tu dis, bon, bah, c'est normal. D'un point de vue de l'échelle des valeurs, il n'y a pas eu mort d'homme à Fessenheim. On a juste perdu quelques dizaines de milliards d'euros. Quand tu acceptes qu'un violeur en série se balade dans la rue, quand tu acceptes qu'un type vienne de Tchétchénie ou de Turquie ou du Rif marocain, traverse ta frontière illégalement, frappe ta femme, tes enfants, soit expulsés, reçoivent un ordre d'expulsion, n'y obéissent pas, et vivent sur tes allocations, et une fiche criminelle de 20 citations, de 20 faits, 20 passages devant la justice. Quand tu acceptes ça, tu acceptes que Éric Dupond-Moretti raconte n'importe quoi, tu acceptes que Gabriel Attal se fout de ta gueule, tu acceptes que Macron te traite de demeuré, tu acceptes ça. Tu acceptes même de te faire vacciner avec une substance qui est expérimentale, parce que tu as accepté déjà, tu es habitué à l'intolérable. Et ça, moi, je le vois ici au Brésil, hein. Nous n'avons pas de classe moyenne, ou très peu, et nous avons des politiciens qui nous urinent dessus, littéralement, sans gêne, parce que toute la journée, nous sommes humiliés par la racaille. Sauf qu'ici, la racaille, elle n'est pas ethnique. Elle n'a pas un conflit religieux. Elle tape pas sur... Non. La racaille ici, elle est prise en compte par des syndicats du crime qui font une véritable... Je vous en parlerai. Ils mènent c'est une carrière criminelle. La racaille ici, elle tue, elle décapite, tout ça, mais elle est dans une carrière criminelle. Elle ne t'attaque pas parce que tu es blanc, parce que tu es noir, parce que tu es catholique. En France, tu as l'essentiel de nos problèmes de racaille, de criminalité, sont une guerre entre des peuples récemment arrivés et le peuple de souche. C'est une grande différence entre ce qui se passe sous les tropiques et ce qui se passe en France, et plus globalement en Europe. Voilà. Voilà, je pose la question. Moi, je vois juste, je remarque cette convergence chronologique de ces deux phénomènes, et je me dis que c'est suspect. En tout cas, même si ce n'est pas un plan forcément de l'État profond, de détruire le moral des Français pour leur faire accepter l'inégalité, la fin de l'État-providence, leur grand appauvrissement, je vois que tout passe crème. Parce qu'on a détruit le moral des gens.
Là, les gens, ils font un baroud d'honneur avec les retraites à 64 ans. Baroud d'honneur, comme on dit chez moi. Baroud, hein, c'est le dernier baroud avant la capitulation. D'ailleurs, bon, fermons la parenthèse, enfin, ouvrons une parenthèse, Lyautey et tout son entourage, quand ils ont conquis le Maroc et une partie de l'Algérie occidentale, on est dans les années 1907-1934 à peu près, hein, première partie du XXe siècle, ils donnaient toujours aux Arabes et aux Berbères l'autorisation d'un baroud d'honneur. Il y avait des escarmouches, il y avait des batailles parfois, ils leur cassaient la gueule, pour parler vulgairement, mais sans vraiment les exploser, enfin les éradiquer. On n'est pas chez les Russes en Tchétchénie, à Grozny, où on éradique toute une population. Non, non. Ils faisaient mal, ils tuaient, ils montraient qu'ils les dominaient, et ils leur laissaient le droit de faire un grand défilé militaire en attaquant les Français. Enfin, j'utilise une image, hein, on n'organise pas un défilé militaire de l'ennemi, mais on les laissait exprimer faire une manœuvre. Ah, chez les cavaliers berbères, ils descendaient des montagnes avec les cavaliers, tirer dans l'air, tirer sur les Français. Ils se faisaient massacrer ou réduire, ou neutraliser, mais on n'était pas on les laissait opérer. Parce que ce que voulait Lyautey et toute l'école de pensée coloniale de l'époque, ce n'était pas tuer les Arabes et les Berbères, c'était les convertir à la cause française, les soumettre, et on se soumet d'autant plus volontiers que le nouveau maître montre de la générosité, la noblesse. C'est quoi la noblesse d'un guerrier? Ce n'est pas te frapper devant tes enfants, de ne pas te prendre ta femme et ta fille, de ne pas te prendre tes biens et tes terres, de te dire je t'ai cassé la gueule, viens signer l'accord de capitulation et on va travailler ensemble. C'est ça la grande trouvaille de l'école française de la guerre coloniale. Contrairement aux Allemands qui, en Namibie, ont décapité les gens pour un oui, pour un non, contrairement aux Turcs, enfin les Turcs ils faisaient un peu ça aussi, hein. En Algérie ils ont fait ça, mais on en parle une fois. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Toute la bordélisation du pays là, en mars-avril 2023, à cause des retraites, c'est le baroud d'honneur. Parce qu'il n'y a plus d'hommes pour tenir des ronds-points, pour dire le mot commence par un M au gouvernement, il faut être un homme, il faut avoir la vérité, il faut avoir la testostérone. Ça a été cassé. Cassé notamment par cette guerre psychologique menée par la délinquance qui a détruit le mental de l'homme français. C'est une théorie, vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous m'accorderez que les deux phénomènes marchent ensemble. À bientôt, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, et puis permettez-moi deux prières, si vous voulez, deux vœux, de former deux vœux différents. Une pensée pleine d'empathie, de solidarité aux victimes de la racaille et du grand ensauvagement. Et deuxième chose, une prière à Dieu, si vous me le permettez. Si vous ne croyez pas, formez un vœu pour le réveil, l'éveil de ces délinquants qui retournent dans le droit chemin. Je parle comme un musulman que je suis. Tariq al-Mustaqim. J'espère le repentir. J'espère qu'ils vont se repentir et ouvrir dans leur cœur, retrouver la lumière que Dieu a déposée. J'espère. J'espère qu'ils seront punis, parce que la punition fait partie des lois naturelles et de notre chemin sur la terre. La punition par la loi des hommes est incontournable. Mais j'espère que dans cette punition, s'ils se font attraper, ou même s'ils ne se font pas attraper, ce qui est très probable avec notre système, qui est construit sur mesure pour le voyou, et le bonheur du voyou et sa remise en circulation, j'espère que, quel que soit leur sort judiciaire par rapport à la justice, j'espère que, comme on dit en arabe, yadihumullah, que Dieu leur offre la grâce. Parce que c'est Dieu qui offre la grâce. Il faut que l'homme aussi l'accepte. Hein. Je suis désolé. Mais j'espère qu'ils vont comprendre le mal qu'ils font à la société et à leur salut devant Dieu. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire à Dieu? J'ai tué, j'ai violé, j'ai détruit, j'ai empêché les gens de vivre normalement. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Dieu? J'ai cabré ma moto. Je t'ai donné une vie, tu as cabré ta moto. J'ai frappé ma femme. J'ai vendu de la drogue. Comment tu peux être musulman et vendre de la drogue? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas comment les gens font le ramadan et ils cultivent du cannabis et ils le revendent.
Moi, je ne comprends pas. Moi, sincèrement, ça m'échappe. Moi, je ne comprends pas. Ça me comprends pas comment tu peux te dire musulman ou catholique ou protestant et braquer une banque ou un convoi avec des valeurs, ou à moins d'être dans une guerre sainte. Mais là, il faut rejoindre qui tu sais et voilà, assumer la guerre sainte. Mais là, tu vas pas en boîte. Moi, j'entends la guerre sainte, je la justifie pas. Mais là, dans la guerre sainte, j'ai le droit de te dégommer. Tu vas pas me demander de passer devant un juge avec un avocat. Vous voyez le problème qu'on a? Quand tu es dans une guerre sainte, tu es avec la loi martiale, la loi de la guerre. Et là, mon gars, je tire à vue. Tu ne vas pas dire, tu vas pas aller pleurer devant Amnesty International ou devant l'école de la magistrature de Bordeaux pour dire, ah, attendez, les violences policières. Il n'y a pas de violence dans la guerre. Il n'y a que de la violence. Il n'y a pas de, il y a pas voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il faut choisir. Mais j'espère que vraiment, espérez avec moi, que Dieu nous concède cette grâce. Parce que on ne va pas y arriver avec le système juridique qu'on a et les élites qui nous gouvernent, qui veulent le voyou, qui aiment le voyou. Le voyou travaille pour eux. Je l'ai expliqué suffisamment longtemps dans cette vidéo. Donc, il n'y a qu'une seule issue. C'est qu'on prenne les armes. On finira par les prendre. Parce que nous avons formé des monstres. À force de pardonner aux gens, nous avons formé des monstres. Des gens qui étaient égarés, nous les avons transformés en monstres parce que nous les avons convaincus de leur puissance. Ce qui se passe à Marseille. Qu'est-ce que ça veut dire quoi attaquer des gens à la Kalachnikov dans un café à Marseille, mais on n'est pas à Cali. Même à Cali, ils font plus ça. Je connais très bien Cali, ils font plus ça. Mais parce que c'est la faute des juges. La faute des parents qui n'ont pas éduqué, bien sûr, mais la faute des juges. Parce que ces jeunes-là, tu regardes leurs fiches, il y a eu 20 fois, 30 fois l'occasion, il y a eu l'opportunité a été offerte de les coffrer et de les punir pour de bon. On a refusé de le faire. Donc on les a désinhibés. On les a dit, eh ben voilà, maintenant on paie le prix. Donc, pour les arrêter, il n'y aura plus que la guerre, qu'on prenne les armes. Mais là, c'est une catastrophe. Ça veut dire qu'on renonce à l'état de droit, qu'on renonce à tout, qu'on revienne, peut-être pas à l'âge de pierre, mais à l'âge de la guerre civile. C'est ce qui nous attend. Parce que, pas croire que les monstres que nous avons formés vont se contenter de se limiter à attaquer la Brinks ou à vendre du cannabis, de la cocaïne. Demain, ils viendront vous enlever vos enfants pour vendre des organes. Ou vous attaquez chez vous. Enfin, y a pas, ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Aux autres pays. C'est ce qui va arriver si on ne fait rien. Donc j'espère que Dieu, et là on n'est pas dans la politique, on n'est pas dans la raison, on n'est pas dans Descartes et dans les idées, dans le raisonnement logique. J'espère que Dieu donnera le repentir à ces jeunes et ces moins jeunes. Et les éclairera. Ça ne nous empêche pas de les punir, hein. D'ailleurs, notre devoir à nous, c'est de les punir. Et là, je n'arrive pas à conclure parce que le sujet m'intéresse tellement. Je n'arrive pas à comprendre la prétention, l'arrogance, la présomption de ces pseudo-humanitaires ou pseudo-religieux, catholiques souvent, qui te disent oui, il faut pardonner au nom du Christ ou au nom des droits de l'homme. Mon gars, tu n'es pas Dieu. Reviens à ta place. Nous sommes malades de plusieurs maladies. Une d'entre elles, c'est que nous ne sommes plus à notre place. Moi, je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un ange. Je suis un simple mortel. Et Dieu m'a demandé, dans toutes les religions monothéistes du moins, de punir ceux qui enfreignent la loi. Il y a les 10 commandements. Je ne les ai pas inventés. Ça existe depuis des siècles et des siècles. Nous revenons à notre place. Nous sommes des simples mortels. Nous sommes les gardiens d'une loi, d'une société. Et dedans, dans nos obligations, il y a l'obligation de punir, à contre-cœur souvent. Je crois que moi j'aime la prison, enfin la prison c'est horrible. Mais je suis désolé, il faut construire plus de prisons et envoyer plus de gens en tôle. C'est Dieu qui l'a demandé, j'allais dire. C'est vrai. Enfin, c'est dans l'ordre des choses. On n'est pas à la place, on n'est pas Prométhée, on n'est pas Dieu. Si Dieu veut sauver quelqu'un, il le sauve. La réinsertion, c'est bien, mais il faut que le type soit contemplé par Dieu pour être réinséré. On ne va pas réinsérer des types qui ne veulent pas se réinsérer, qui ne peuvent pas se réinsérer. Comme on dit chez moi, chez les musulmans, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'exige rien d'une âme qu'elle ne puisse produire, qu'elle ne puisse assumer.
Si le type est né pour être voyou et il sera voyou toute sa vie, c'est pas à moi d'aller le remettre tout le temps en circulation. Si le type n'est pas réinsérable, eh ben, il sera en taule toute sa vie. Et ça me fendra le cœur. Et ça coûtera cher aux finances publiques, mais ça coûtera moins cher son incarcération à vie, coûtera moins cher que les dizaines, les centaines de victimes qu'il va traumatiser, barre de fractions, violer, tuer, empêcher de produire. Il faut voir l'impact de l'insécurité. Ce ne sont pas seulement les morts, c'est les dizaines de carrières brisées, de vies brisées, de trajectoires brisées. Des gens qu'on a traumatisés à vie. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. À bientôt.